Je voudrais présenter mes condoléances à la famille, aux enfants et au personnel de la SLN qui ont tous été très durement touchés par ce drame. Je crois qu'il y a 3 enquêtes qui sont initiées, une enquête de police, une enquête de la direction du travail et une enquête interne de la SLN. Il faut qu'elles puissent aller à leur terme et j'espère qu'en tout cas, si des recommandations doivent être suivies pour améliorer la sécurité du personnel de la SLN, eh bien, qu'on suive ces recommandations parce que la sécurité, c'est le premier des biens, le plus précieux pour le personnel de la SLN et de toutes les entreprises en général. Deuxième question d'actualité, en Brousse, cette fois-ci à Kouawa, le blocage du site minier de Méa. 60 jeunes environ de la tribu de la commune refusent l'exploitation de nouvelles concessions autorisées pourtant par les coutumiers, semble-t-il, mais ils n'ont pas été consultés. Qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes ? Alors déjà, il faut dire que Kouawa, malheureusement, défraie la chronique depuis longtemps, hein, et il faut condamner, moi je condamne en tout cas, les exactions qui ont été commises depuis 2 ans maintenant. Je crois qu'on en est à 8 incendies criminels sur la Serpentine. Donc l'outil industriel est menacé et c'est absolument intolérable. Maintenant, il faut aussi savoir que le minerai de Kouawa est un minerai essentiel à la SLN, puisque le nickel qui sort des fours de la SLN est issu d'un mélange entre différents minerais de différents sites, et celui de Kouawa est nécessaire à la chimie pour le produit qui sort de la SLN. Donc c'est une mine qui est névralgique. Maintenant, vous l'avez dit, il y a des dissensions et un contentieux entre d'abord les jeunes et les coutumiers, et puis plus globalement la population et la SLN. Je crois comprendre qu'un médiateur a été nommé en la personne du maire, d'Alcide Ponga. C'est une très bonne chose, il faut que les fils du dialogue se renouent et qu'une solution équilibrée entre la poursuite de l'exploitation et puis une exploitation qui soit raisonnable et qui protège l'environnement soit trouvée. On a l'impression qu'on en veut à cette vieille dame coloniale, hein, la SLN. On voit rarement des exactions contre l'usine du Nord, dirons-nous. Oui, voilà. En plus, 8 incendies en 2 ans, je crois que c'est 6 depuis le début de l'année. Là, c'est pour le coup autre chose que d'en vouloir. C'est une vraie persécution. Donc il y a probablement des motifs derrière, je ne sais pas lesquels, mais ce qui est certain, c'est que rien ne sortira de bon d'un côté ou de l'autre si on n'arrive pas à retrouver un équilibre à la fois bénéfique pour les populations, protecteur de l'environnement et au bénéfice d'une entreprise, la SLN, qui fait vivre aussi toute une région et notamment cette commune. Troisième et dernière question d'actualité, ce vote des 3 budgets supplémentaires de la Calédonie adoptés au Congrès dans la douleur, j'ai envie de dire. Hein. 5 milliards 780 millions de francs ont été adoptés au forceps avec vos voix, Calédonie Ensemble, l'UNI, UCF, LNKS nationalistes, les Républicains calédoniens ont voté contre et les Républicains, le Rassemblement, MPC, s'est abstenu. Vous réagissez comment hein? Écoutez, chacun est responsable et libre bien sûr de son positionnement. Moi j'observe que ce budget supplémentaire, il a 2 tendances fortes. D'abord c'est un budget responsable. Je le dis ça parce que la moitié des ressources qui ont été dégagées pour ce budget supplémentaire ont été affectées à diminuer le recours à l'emprunt pour préserver la capacité d'endettement. Et puis, deuxième effet très important, le soutien à l'économie et aux entreprises, puisque ce budget-là affecte l'autre moitié des ressources au soutien au travers de la commande publique, avec 11 milliards d'investissements qui seront au total sur l'année 2018 consacrés. Donc, d'abord, il y a ces 2 choses-là à rappeler, puis on a eu un débat aussi autour du rapport de la Chambre territoriale des comptes. Hein, donc, bon, certains l'ont oublié, mais moi je vais juste le rappeler. En 2 mots, la gestion 2012-2014 du gouvernement présidé par M. Martin et dont Mme Baquès était membre du budget a augmenté de 20% les dépenses de fonctionnement, siphonné, il n'y a pas d'autre mot, les 7 milliards de capacité d'autofinancement pour amener la Nouvelle-Calédonie au bord du précipice. Et il a fallu redresser depuis 2015, 16 et 17 doucement les comptes pour éviter la faillite de la Nouvelle-Calédonie. Donc, que certains ne votent pas, ma foi, pourquoi pas, tout le monde est libre, mais il ne faut quand même pas oublier d'où on vient. Une lecture que qui n'est pas partagée par tout le monde, il faut le dire. Ah, il suffira de lire le rapport pour ceux qui aiment les chiffres, ils se feront une idée. Philippe Dunoyer, on ouvre la deuxième partie de cette émission avec vos convictions. On revient, Philippe Dunoyer, avec le groupe de travail sur le chemin de l'avenir et le bilan de l'accord de Nouméa. Le groupe appelle, dans les conclusions qu'on a pu lire, à 2 autres consultations après le 4 novembre. Est-ce vraiment votre souhait à vous, Calédonie Ensemble ? Non. Alors, je pense que l'essentiel, d'abord, de ce document est probablement pas cette partie-là, mais on va y venir. Donc, pour nous, non. On est clairement positionné sur l'organisation, et j'y reviendrai certainement tout à l'heure, la plus apaisée possible du référendum du 4 novembre, et engager dès la fin de ce référendum du 4 novembre des discussions pour éviter le 2e et le 3e référendum, qui, selon nous, vont conduire à répéter 2 ou 3 fois la même réponse, ce qui n'est pas très constructif pour le pays. Alors justement, si on regarde le bilan un peu dans le détail, il paraît pas très positif, par exemple au Rassemblement les Républicains. Alors Virginie Ruffnac déclare « Ce bilan, je cite, est une farce ». Qu'est-ce que vous dites à ça ?
Écoutez, aussi libre à ceux qui n'ont pas participé au travail de critiquer le travail des autres. Le bilan, pour ceux qui auront l'occasion de le lire, en fait, Elle part de la citoyenneté. Oui, mais je vois bien, oui, j'ai lu cette déclaration-là. En fait, le bilan, le document qui a été sorti par le groupe de travail, il dit deux choses. Il dit en 30 ans, est-ce que tout a été négatif? La réponse est non. Est-ce que tout est parfait? La réponse est non aussi. Donc, ont été posés sur la table les constats positifs et négatifs. S'agissant de la citoyenneté, le constat positif, si je résume, c'est que l'accord de Nouméa a permis l'émergence d'une identité calédonienne, je fais court, mais les conditions d'accès à cette citoyenneté font débat. Voilà, pour ce qui nous concerne, corps électoral. Absolument, et le droit à la protection à l'emploi local. Et cette citoyenneté, selon nous, à Calédonie Ensemble, ne peut pas rester fermée. Elle doit s'ouvrir, mais ça fait l'objet de débats, de discussions. Sur la gouvernance, l'architecture institutionnelle est reconnue comme à peu près satisfaisante, mais de temps en temps, elle a généré des blocages qui ont paralysé le pays, donc il faut travailler dessus. Sur le vivre ensemble, incontestablement, en 30 ans, on a progressé, mais la montée de l'indélinquance gangrène le vivre ensemble aussi. Donc, ce sont des constats qui sont équilibrés, je trouve. On ne peut pas non plus tout jeter avec l'eau du bain et considérer que parce qu'une ligne d'un texte auquel on n'a pas participé déplaît, tout d'un coup, ça devient une farce. C'est pas sérieux. Pour autant, ce texte a-t-il une valeur juridique? Il a une valeur déclarative, il a une valeur politique, et je pense que c'est essentiellement ça qu'il faut retenir, parce que si je lis la charte... Donc en fait, il n'a pas vraiment de valeur juridique. Non, mais vous observerez que l'accord de Nouméa, ou les accords Matignon-Oudinot, avant qu'ils ne soient adoptés par référendum, n'étaient que, et pourtant, Dieu sait s'ils étaient importants, des accords politiques. Et ces deux documents, la charte des valeurs et le bilan de l'accord de Nouméa, au-delà de leur contenu, c'est aussi très important, ils symbolisent et sont des gages de paix, de dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes sur ce qui peut rassembler les Calédoniens avant qu'on exprime une divergence le 4 novembre. Donc ce sont deux actes déclaratifs très forts qui allient quand même la majorité des partis indépendantistes et Calédonie Ensemble et Gallienne. Une dernière chose sur ce point-là, les inégalités territoriales persistent, notamment même l'usine du Nord, dit le document, n'a pas permis ce rééquilibrage tant attendu rapidement. Ah non, c'est pas parfait, mais le rééquilibrage, théoriquement, ça veut dire que le Nord se suffit à lui-même, n'a plus besoin du Sud et réciproquement, et les îles aussi. Évidemment qu'il va falloir encore un peu de temps, mais encore une fois, rappelons-nous d'où nous venons. En 30 ans, aucun lycée il y a 30 ans, 5 maintenant, une antenne de l'université qui va s'ouvrir, le nouvel hôpital qui ne va pas tarder à s'ouvrir également, l'usine, les infrastructures publiques, il y a eu des progrès. C'est pas encore suffisant. Après les couacs. Il y aura encore, oui, mais ce sont des petits ajustements de dernière minute. L'hôpital a été construit, il est là, il va ouvrir. Alors, on arrive justement à votre campagne pour le référendum du 4 novembre. On a compris que vous appeliez à voter non pour l'indépendance. Votre projet de société, vous, à Calédonie Ensemble, c'est l'autonomie élargie au sein de la République. Qu'est-ce qu'on doit comprendre avec l'autonomie élargie ? C'est très simple, en fait, c'est la quatrième hypothèse offerte par l'ONU pour sortir de l'accord de Nouméa, enfin sortir de la décolonisation, puisque c'est le processus dans lequel nous sommes. Donc on dit simplement la Nouvelle-Calédonie détient aujourd'hui beaucoup de compétences, quasiment la totalité, mais elle peut poursuivre, élargir encore son émancipation, tout en restant au sein de la République. Comment le faire ? On le fait de différentes manières. D'abord en travaillant sur des souverainetés qu'on appelle des souverainetés utiles, alimentaires, énergétiques, économiques, au bénéfice des jeunes notamment qui cherchent à s'orienter vers des filières d'avenir. Il faut travailler aussi pour une plus large une participation plus active à l'exercice des compétences régaliennes, encore une fois toujours sous l'autorité de l'État. Et ça ne veut pas dire donner des ordres à l'État, ça veut dire être associé, être informé, peut-être faire des propositions. Je prends l'exemple de l'armée qui, à l'extérieur bien sûr, mais sur le territoire intervient aux côtés des populations, aux côtés des forces de sécurité civile. Donc, les exemples sont nombreux. Il faut qu'on travaille sur la citoyenneté, je viens de le dire à l'instant. Enfin, on a un certain nombre de projets qui vont nous permettre de poursuivre cette émancipation, mais de rester un territoire français. Mais vous allez les financer comment, ces régaliennes partagées en partenariat avec l'État ? Non, pardon. Alors, je le redis, l'État exercera les compétences régaliennes. Nous ne voulons pas de transfert des compétences régaliennes. Ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq. C'est toujours l'État qui assumera, comme il le fait aujourd'hui. Ça lui coûte environ 35 milliards par an, toutes les compétences régaliennes. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut pouvoir permettre aux institutions calédoniennes d'être associées, pas forcément à la prise de décision, mais aux réflexions, à la stratégie, dans un conseil de défense, si je pense à l'armée, mettre des assesseurs coutumiers dans les juridictions pénales comme il en existe déjà dans les juridictions civiles. Aux compétences régaliennes qui sont exercées que par l'État. Mais monsieur Rosada, pourquoi à ce moment-là admettre que des assesseurs coutumiers travaillent dans les juridictions civiles? Pourquoi est-ce que la Nouvelle-Calédonie peut signer des accords internationaux à l'extérieur? C'est bien parce qu'il y a des latitudes qui ont été données par la France. L'État verse 40 milliards sur les 150 chaque année parce que ses compétences régaliennes, il en versera moins. Mais non, pourquoi? C'est toujours ses compétences, rien ne change.
Absolument rien ne change. L'idée n'est Ça, pas... c'est vous qui le dites. Ah ben oui, mais parce que c'est le projet qu'on porte, donc je pense que je le connais un petit peu. Non, il ne s'agit pas de dire on va en prendre un bout, quel bout, et le financer, pas du tout. Ce sont les compétences de l'État, toujours sous l'autorité de l'État. Mais imaginez simplement, lorsque l'armée intervient pour sécuriser notre zone économique exclusive, intervient pour chasser les blue boats par exemple, ou intervient sur le territoire, et malheureusement c'est souvent nécessaire après les cyclones. Elle ne le fait pas toute seule, elle le fait en collaboration avec les forces de sécurité civile, avec la Nouvelle-Calédonie. Cette association-là, elle sert juste à être plus efficace, mais toujours d'une compétence de l'État. Quand vous parlez de calédonisation des compétences, par exemple, il y a des convergences avec le FLNKS. Il y a des convergences, je pense, avec... Je ne sais pas, là j'avoue que je ne suis pas là-dessus très au fait de la totalité du projet du FLNKS. J'ai vu, comme vous, les documents qui ont été produits, l'analyse juridique, journalistique qui en a été faite. Nous, ce qu'on dit, c'est quelque chose de très simple, et je pense que les Calédoniens peuvent comprendre ça. Nos jeunes ne sont pas plus bêtes que les autres. Ont-ils une capacité à être les uns gendarmes, les autres policiers, certains greffiers, et pour certains magistrats par exemple? Oui, ils l'ont déjà été par le passé pour certains. Magistrats, il n'y en a plus aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'avoir 100% des magistrats, ce ne sera pas possible, c'est des formations d'élite. D'avoir incité des jeunes en 30 ans mais ce sont, oui, de se mettre au travail. Très bien, donc on peut faire encore mieux certainement, parce que si on y est arrivé par le passé, pourquoi on n'y arrive plus aujourd'hui? Nos jeunes ne sont pas plus bêtes, hein. Ça c'est sûr, ils ont autant de motivation si ce n'est plus. Sur les forces de gendarmerie par exemple, par rapport aux forces de police, 95% des policiers sont calédoniens. Je pense que ça pose de problème à personne. Il y a 30 ou 35% de gendarmes qui sont calédoniens. Je pense qu'on peut comprendre qu'ils peuvent évoluer. Les greffiers, je m'arrêterai là, les greffiers, pourquoi on n'a pas de moins en moins de greffiers calédoniens? Parce que lorsqu'on passe le concours, il faut partir pendant 1 an ou 2 en étant désindexé. Et en général, on est un père, une mère de famille, on a des problèmes. Donc on peut trouver des parallèles là-dessus. Vous voyez, il s'agit juste d'avoir des Calédoniens qui accèdent à ces emplois, simplement. Vous avez parlé de ces souverainetés utiles, économiques, alimentaires, énergétiques, vous venez de le rappeler. C'est une utopie ou c'est vraiment une réalité? Ah non, c'est une vraie réalité. La souveraineté énergétique, par exemple, un schéma que j'ai eu l'honneur de présenter au titre du gouvernement en 2016, adopté à l'unanimité au Congrès, prévoit que nous allons pouvoir atteindre l'autonomie pour les particuliers et les entreprises. On est en retard, monsieur Dunoyer. Ah non, on est en avance. Sur le, par exemple, ça je vous assure, on est en avance. L'environnement, l'éolien et le photovoltaïque. Je vous assure qu'on est... Ah non, mais par rapport au monde, on est en retard, ou par rapport à d'autres îles, on est en retard. Mais par rapport au plan qui a été voté... Les Calédoniens ressentent ça comme ça. Alors, ils peuvent ressentir qu'il n'était pas trop tôt pour commencer à se poser la question. Ils auraient raison. Mais depuis 2016, les échéances et les objectifs qui étaient ciblés pour 2017 et 2018 ont été dépassés. Et peut-être qu'en 2025, on aura 100% des besoins qui seront couverts par les énergies renouvelables. Sur l'alimentaire, je pense qu'on ne peut pas faire moins. Et d'ailleurs, on a progressé... Beaucoup d'argent public a été dépensé. Avec un résultat, puisqu'on est passé de 15% à 18-19% de couverture de nos besoins. On est loin des... Ah, on est loin des 100%, bien sûr, mais enfin, si on n'engage jamais rien, on n'atteindra jamais non plus les 100%. Donc il faut poursuivre cet effort, et je pense que les agriculteurs, que l'on a vu tout à l'heure à la foire de Bourail, pour certains d'entre eux, ont ressenti ce soutien-là, et d'ailleurs commencent à couvrir de plus en plus nos besoins. Donc c'est un objectif réalisable. Peut-être pas les 100% tout de suite, mais au moins les 50% à échéance d'une quinzaine d'années. On revient rapidement, avant de conclure, sur le renouvellement du Congrès. On a vu ce président qui est élu tous les ans, et on a le sentiment qu'il est un peu otage des guerres politiciennes locales. Est-ce qu'il faut revenir sur la durée du mandat pour avoir une stabilité de cette institution, qui est la deuxième assemblée délibérante du pays? Écoutez, ça peut faire partie des discussions qui s'ouvriront après le 4 novembre. Nous, on souhaite ouvrir toutes les discussions nécessaires, notamment pour éventuellement réformer nos institutions. Aujourd'hui, c'est la règle. J'observe que c'est une règle qui est très très ancienne, qui n'a jamais posé de problème par le passé. Peut-être que par le passé, l'échiquier politique était moins éclaté, peut-être que les tensions étaient moins vives. Aujourd'hui, elles le sont un peu plus. Mais en tout état de cause, l'élection reste une élection démocratique, et le président qui est élu reste un président élu majoritairement, donc ça ne pose aucun problème. Mais on a vu que la commission permanente du Congrès échoua à M. Mapou, la présidence à M. Yano. Est-ce que là, il y a des convergences, ou un hasard, une coïncidence? Non, pas du tout. Non, c'est très simple. M. Yano, Calédonie Ensemble a voté pour M. Yano au premier tour, au deuxième et au troisième tour. M. Santa avait 6 voix. J'observe que les Républicains calédoniens n'ont pas soutenu M. Santa. Et au troisième tour, aucune voix non indépendantiste a manqué à M. Yano. Par contre, pour la commission permanente, il n'y a pas eu d'accord. Il y avait 6 élus non indépendantistes, 5 élus indépendantistes, pas d'élus, donc l'élu indépendantiste l'emporte. C'est mathématique et démocratique. On n'a plus le temps, hélas, de continuer, me dit-on, donc on va conclure. Merci Philippe Dunoyer pour avoir accepté notre invitation ce soir. Politique Directe, c'est fini, vous l'avez compris.